Eh bien, bonjour et merci de votre présence. C'est l'heure de manger, c'est pas évident. Donc, on a droit à un public courageux. C'est important. Alors, on va essayer de vous faire patienter le plus possible avec des questions intéressantes. Je suis ici en tant qu'enseignant. Je fais partie d'un mouvement de professeurs d'histoire-géographie qui s'appelle les Clionautes, qui évidemment s'intéressent de près aux questions que traverse notre société, puisqu'elles sont enseignées dans les programmes, il faut savoir, éducation morale et civique, géographie, histoire, et à partir de l'année prochaine, géopolitique. Donc là, on est dans un enjeu absolument crucial. À l'approche des élections européennes de mai 19 et en pleine interrogation sur ce qui a conduit nos voisins d'outre-Manche, à choisir un Brexit apparaissant de plus en plus comme un marché de dupes, et dont le principal ressort a été la question migratoire. Refus des migrations. Des migrations censées menacer l'identité britannique. Je crois qu'il faut bien se rappeler du point de départ. Il est là. Plusieurs conférences, dont une absolument passionnante sur les relations entre les Britanniques et les Français à travers la Manche, montrent combien il sera difficile de détricoter les accords qui ont été patiemment construits, que ce soit en logistique, que ce soit sur la pêche, que ce soit sur le tourisme. Et je passe sur tous les aspects, sur l'amitié franco-britannique, tous les aspects qui nous lient. Donc on est en présence d'un problème extrêmement grave, extrêmement complexe, pour lesquels les solutions apparaissent extrêmement floues. On a pensé proposer à M. Montenay, qui est un démographe, d'essayer de nous éclairer sur ces questions à partir de la démographie. En quoi la démographie rentre-t-elle en résonance ou pourra-t-elle nous permettre de comprendre les problématiques issues à la fois de l'identité et de l'immigration? Je laisse la parole à Yves qui va se présenter. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je suis un fou universitaire. Je suis un centralien, un scientifique, un ingénieur, plus tard un économiste via Sciences Po. Et je n'ai enseigné qu'à Sciences Po et en grandes écoles. Donc ni au lycée, ni en université. Mais pour être montrable, pour pouvoir vous parler, j'ai passé une thèse de démographie politique. Démographie dans laquelle je suis tombé quand j'étais tout petit, je suis tombé dans ce chaudron, parce que c'est ce qui m'a semblé être la base de tout à long terme. Alors tout est dans le mot long terme. Alors maintenant, pourquoi particulièrement ce sujet en démographie? Repli identitaire, l'identité est plus que jamais le grand problème européen. Beaucoup de gens se déterminent en fonction de cela. Je suis sensible, je ne dis pas du tout que c'est un faux problème. Moi-même, je suis un militant de la francophonie. Je vais au fond de l'Afrique expliquer pourquoi le français est mieux que telle ou telle solution, notamment que l'arabe. Et donc, je suis sensible à cette question. Mais, d'un autre côté, étant un peu scientifique, étant un peu matheux, la démographie, ce sont des chiffres. Et ces chiffres disent souvent le contraire de la première réaction des gens. Et notamment, si je viens à l'Europe, d'abord, je reviens sur cette idée que ça explique tout. Si vous suivez l'histoire de France depuis, disons, Louis XIV, vous apercevez qu'au fur et à mesure que la France a représenté une proportion décroissante de la population européenne, la seule qui nous intéresse à l'époque, puis de la population mondiale 100 ou 200 ans après, que la France a plus ou moins disparu, partiellement bien sûr, mais quand même très largement. Et ce n'est pas seulement les guerres et des soldats, c'est l'influence économique, l'influence culturelle, bref, c'est quelque chose de fondamental contre laquelle on ne peut rien à long terme. Alors, tout est dans le mot long terme, encore une fois. Si nous se place en Europe, je dis l'Europe, je ne dis pas la France. La France est dans un état qui est moins pire que le reste de l'Europe
Et je ne vais pas en parler, je vais parler des cas extrêmes, bien sûr. Le problème est qu'il y a une différence de calendrier considérable entre les politiques et les démographes. Les politiques disent, dans quelques semaines, ce sont les européennes, dans quelques mois, ce sont les municipales, dans un peu plus de temps, ce seront des législatives et des présidentielles. Que pensent les électeurs? Or, les électeurs, ils ont une réaction à l'immigration et une réaction au vieillissement qui ne sont pas compatibles avec le long terme. Donc, ils ont des réactions qui entraînent des élections, des décisions gouvernementales, etc. Des réactions des médias surtout, parce que les médias sont là pour dire ce qui plaît aux électeurs et ce à quoi ils sont sensibles, qui sont donc à très court terme. Donc, regardez quelle horreur, il se passe ceci ou cela. Le démographe, par contre, qu'est-ce qu'il a comme unité de temps? Il a comme unité de temps soit la génération, 30 ans, c'est-à-dire que les enfants deviennent parents et on recommence, soit la durée de la vie humaine, 80 ans, en général et en moyenne, hein, un peu plus heureusement dans nos pays. Et ça, c'est assez mal connu parce que ça se marie mal avec le temps. Voilà ce que je veux dire. Nous sommes en 2019, il naît 10 000 enfants de moins que prévu. Ça ne changera. Il y aura un creux dans la pyramide des âges pendant 80 ans. Même si 5 ans plus tard, les 10 000 personnes naissent en plus, vu purement théorique, il y aura une bosse. Il n'y aura pas une pyramide des âges qui sera régulière, il y aura un creux, puis une bosse, et cela pendant 80 ans. Donc ce n'est pas du tout la même échelle de temps. Alors quel est le résultat de cette dichotomie? Alors, je vais essayer de maîtriser cet ordinateur que je ne connais pas. Voilà. Alors la plus importante, c'est ce que j'appelle la croyance confuse en l'homothétie. L'homothétie des pyramides des âges. Alors je m'explique tout de suite. Un certain nombre de gens pensent qu'il est bon qu'il y ait moins d'habitants sur la Terre, par exemple, et donc qu'il y ait moins de monde. Et ils ne formulent pas cette idée mathématiquement. Donc je vais laisser tomber le micro et vous faire un geste. Voilà la pyramide des âges. Donc, sans réfléchir, les gens pensent moins de population égale ça. Mais pas du tout. Moins de population, c'est moins de naissances. On ne va pas tuer tout le monde, 10% de population à chaque âge, donc on va réduire les naissances. Donc l'évolution, ce sera ça. C'est-à-dire, les vieux restent en place, sauf le jour où le président de la Chine, comme je l'ai imaginé dans un discours, totalement imaginaire bien sûr, demandera aux plus de 75 ans de se jeter par la fenêtre pour des raisons de... pour des raisons de patriotisme. Tant qu'on n'en est pas là, dire moins de population, ça veut dire moins de naissances. Et on va voir tout à l'heure les pyramides des âges qui illustrent ça. Je t'arrête un instant. Bien, j'ai oublié de parler des modalités. On a préféré, plutôt que de vous faire une conférence, c'est une discussion, donc je vais donc l'interroger, je vais un petit peu le titiller, et puis je compte bien que vous le fassiez aussi en même temps. C'est-à-dire vous allez intervenir au fur et à mesure. Alors moi, j'ai une question de Candide complète quand j'entends ce qu'il vient de vous expliquer ou ce qu'il vient de vous présenter. Alors, si j'ai bien compris, tu parles de déclin démographique de l'Europe. Hein. Mais bon, on est quand même à l'âge de l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, vous le mettez entre guillemets, vous en faites ce que vous voulez. Menace climatique, raréfaction des ressources. Peut-on encore raisonnablement souhaiter l'augmentation de la population européenne dans ces conditions? Et a posteriori, la population mondiale. Alors d'abord, personne ne parle d'augmentation de la population européenne. On est tellement loin de la réalité. On parle d'un éventuel maintien, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on veut. Alors là, c'est mon côté matheux qui apparaît. Si l'on veut que la population diminue, pourquoi pas? Ça veut dire qu'on aura des populations très vieilles. Des populations très vieilles, ça veut dire, entre beaucoup d'autres choses, travailler plus tard. Ça veut dire aussi être en mauvais état après 80, 85 ans, 90 ans et ne plus pouvoir travailler du tout. Et puis, pour l'immigration, ça veut dire d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Donc, moins d'hommes sur la Terre, oui, mais il faut savoir à quoi
on s'attend. À quoi il faut s'attendre dans ce cas-là et prendre des mesures, je ne vois pas très bien lesquelles, à commencer par une augmentation massive et brutale de l'âge de la retraite. Je ne vois pas très bien comment on s'adaptera. Mais ce qu'on appelle vieillissement de la population, est-ce vraiment un problème? Prenons le cas du Japon, par exemple. Eh bien, le Japon est en plein... Alors, je vais vous montrer tout à l'heure les pyramides des âges du Japon, qui n'est pas européen, mais qui est un État pur, c'est-à-dire avec très peu d'immigration, très peu d'émigration. Donc, c'est un repère, si vous voulez. Eh bien, c'est très simple. Les vieux Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils chapardent dans les boutiques. Pourquoi? Pourquoi ils mettent en prison? Pourquoi? Parce qu'on est nourri en prison. On est logé et nourri. Parce que on n'est pas vieux comme ça tout seul dans un univers qui continue comme avant. Si tout le monde est vieux, j'exagère un peu, il n'y a plus personne pour construire des maisons, il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières, ou pas assez en tout cas. Si, pour une pyramide des âges donnée, le nombre d'infirmières correspond à peu près à l'équilibre global, si brusquement, enfin quand je dis brusquement, c'est en 30 ans, hein, quand progressivement on arrive à des proportions très très différentes, vous allez voir ça tout à l'heure, eh bien les gens n'existent pas physiquement pour faire le travail. Et ça, on l'oublie souvent, puisque un de mes thèmes, qui là sera un petit peu en sous-entendu, parce que c'est pas, mais que j'ai développé dans d'autres articles, le thème c'est la vie n'est pas une question d'argent, la vie est une question d'homme. On peut avoir tout l'argent qu'on veut pour payer des infirmières, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Or, il y a un marché mondial de l'infirmière, et l'infirmière philippine qu'on ne recrutera pas, elle sera recrutée aux États-Unis, ou plutôt aux Émirats arabes unis actuellement. Donc, le vieillissement, c'est facile à dire, mais il faut imaginer concrètement ce que ça veut dire. Oui, je vais continuer quand même. Si des populations peuvent plus longtemps travailler, finalement, après tout, on a connu des gens qui, moi quand j'étais jeune, des gens qui avaient mes profs qui avaient 60 ans, on apprenait qu'ils mouraient. On avait des avis de décès, ils partaient en retraite, un an plus tard, avis de décès, etc. Bon, ben moi j'arrive à cet âge canonique et je ne me sens pas encore prêt à partir. Bon, autrement dit, voilà, il y a quand même cette évolution-là qu'il faut prendre en compte. En plus, les conditions ergonomiques. Prenons les pays nordiques, par exemple. On a le cas des Pays-Bas qui est connu, on a le cas de la Suède, le Danemark, qui aménagent les conditions de travail de leurs travailleurs manuels avec des machines, du temps, du matériel donc, et du temps également, pour leur permettre de continuer à travailler. Est-ce que ce n'est pas une solution finalement qui nous attend en quelque sorte? Alors je suis tout à fait d'accord, mais cette solution, elle est transitoire. Bon, je m'explique. Si on augmente, et j'en suis très partisan, on augmente l'âge de la retraite. Pourquoi? Parce que les docteurs ont transformé les vieux en jeunes, du moins jusque vers 80 ans. Hein. J'en approche des 80, alors je me mets encore côté jeune. Pourquoi des docteurs le feraient et pourquoi pas la loi? Pourquoi la loi ou les textes ou les accords salariaux ne diraient pas que, comme les médecins l'ont fait, eh bien, le travail peut être fait. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut travailler à n'importe quel âge. D'ailleurs, je suis encore submergé comme un mauvais cadre supérieur qui ne sait pas gérer son emploi du temps. Et puis, j'ai vu dans la presse que tel chauffeur de bus américain, à 100 ans, n'a aucune envie de quitter son bus. Donc, c'est tout à fait vrai. Par contre, ce n'est pas forcément le même travail. Et effectivement, les pays scandinaves ont fait depuis longtemps, depuis des décennies, ont fait des efforts dans ce domaine, puisqu'ils ont un système de détermination de l'âge de la retraite qui dépend de la démographie, ce qui est très bien. D'un point de vue théorique, c'est très bien. Mais en pratique, ça veut dire changer de métier, changer de poste, changer de forme de fauteuil, changer de formation, le plus longtemps possible. Et puis enfin, à l'échelle démographique, c'est-à-dire à très long terme, c'est transitoire. Parce que le fait de travailler plus tard, ça permet effectivement de servir des retraites, les servir non seulement financièrement, mais surtout de les servir humainement. C'est-à-dire que si les infirmières travaillent encore à 65 ans, peut-être qu'on en aura assez. Si elles s'arrêtent à 60 ans, on n'en aura pas assez. Donc humainement et économiquement, c'est tout à fait jouable. Mais pas démographiquement. Parce que, là aussi, je renvoie tout à l'heure
aux pyramides des âges, les vieux qui travaillent, soit mettons 65, 75 ans, ils auront à leur tour 80 ans. Et si le bas de la pyramide est plus étroite, on n'aura fait que décaler le problème, d'un point de vue démographique. Je ne dis pas d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, on peut sombrer pavillon haut en ayant toujours la bonne proportion d'infirmières pour de moins en moins de monde. À l'échelle des 30, à l'échelle 30 ans, plus 60 ans, etc. Mais ça veut dire qu'on sombre. Et c'est là que je me rapproche au sujet d'aujourd'hui. Sauver des peuples, sous-entendu sauver leur culture, encore faut-il que les peuples existent. Donc si on se place à long terme, des solutions économiques comme travailler plus longtemps, encore une fois, dont je suis très partisan et qui sont une bonne solution à l'échelle d'une trentaine d'années, ce n'est que la moitié de la question. Alors, on arrive à un premier thème qui a été abordé, la question donc, du déclin démographique, du vieillissement. Et avant d'aborder d'autres thèmes, la question de la politique démographique de l'Union européenne, ou des États européens de l'Union, la question de la possibilité d'enrayer le déclin démographique par l'immigration, d'autres questions comme celle-là, et comment les pays européens réussissent-ils plus ou moins à trouver des solutions. Je vous propose de tout de suite poser des questions sur le premier thème. Vous avez remarqué qu'il y a quand même un propos assez provocateur. Il s'agit de vous faire réagir quand même. Alors, est-ce que l'Europe de l'Est va disparaître? Est-ce que l'Europe de l'Est est... Est-ce qu'à long terme, parce qu'on a compris qu'il fallait se placer à long terme, les Polonais, les Hongrois et les Russes vont disparaître, ou en tout cas voir leur influence considérablement reculer, et à ce moment-là, à qui profitera cette baisse? Alors, vous êtes tout à fait dans le fil de mon sujet, à savoir que ce sont les pays les plus cramponnés à l'identité nationale, comme le montrent leurs élections, qui ont le problème le plus grave. Autrement dit, ça on va y venir tout à l'heure, autrement dit, ils jouent contre leur propre intérêt. Non seulement les pays de l'Est ont une fécondité faible, mais en plus ils émigrent massivement vers l'Ouest, ce qui est normal, ce qui est explicable. Bon. Mais ça va poser des problèmes dans l'avenir, dont je pensais parler en conclusion, parce que le thème c'est une dislocation possible de l'Europe. Or, je ne vois pas indéfiniment la Pologne et l'Italie, et encore moins l'Estonie, laisser filer toute leur population qualifiée et jeune et trouver où de quoi s'occuper de leurs plus âgés. Donc il y aura probablement une tension entre pays. Je ne dis pas qu'on rétablira les frontières pour ça, mais il y aura une pression dans ce sens. Donc ça peut aller dans le sens d'une dislocation de l'Europe. Alors, à cela, il est d'usage de répondre. La Corrèze, et quand je cherche sur le département coupable, la Creuse, sont bien dans ce cas-là, et ce n'est pas un drame. Alors, est-ce que ce n'est pas un drame? Ça, je ne sais pas. Il faut demander aux intéressés. Il est plus difficile de séparer la Creuse de la France que la Pologne de l'Allemagne. Est-ce que je répondais à votre question? Alors peut-être avant de passer à d'autres questions, je termine sur la diapo qui est là. Donc le Motessi, nous en avons parlé. Un autre blocage intellectuel, c'est le stock d'emplois. L'immigration, c'est bien gentil, mais ça va nous prendre nos emplois. Alors je vais prendre un cas extrême, les États-Unis. Les États-Unis qui avaient, je ne sais plus à quelle date du début du 19e siècle, 5 millions d'habitants, en ont 320 aujourd'hui, ont très peu de chômage, et ils se sont peuplés en grande partie par l'immigration. Donc on a vraiment une démonstration du contraire. Et enfin, pour terminer ce qui est sur l'écran, ce qui existe, ce n'est pas la population. Quand on dit une population, et ça on va le voir sur les pyramides des âges, tel pays a 50 millions d'habitants, ça ne veut pas dire grand-chose. Il a 50 millions d'habitants avec, je vais exagérer pour frapper, 30 millions de vieux, 20 millions de jeunes, ou 10 millions de vieux, 30 millions de jeunes. C'est déjà pas la même population.
Et je ne parle pas des autres composants de la population, par exemple la qualification professionnelle. Donc la population, bon, comme beaucoup de chiffres en économie ou en sciences sociales, hein, ça ne veut pas dire plus que la définition. C'est tout. C'est un nombre de personnes et ça ne dit absolument rien sur la façon de se comporter. Alors je vais passer tout de suite aux pyramides des âges pour éclairer le débat. Sauf s'il y a une question. Je pense qu'il va y en avoir. Donc, je vous montre les pyramides des âges et après j'écoute les questions. Donc, j'ai pris ici le Japon, qui n'est pas un pays européen, mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas perturbé. La pyramide des âges n'a pas été perturbée ni par l'immigration, ni par l'émigration. Vous voyez donc ces deux pyramides. 1950. Je n'ai pas mis l'actuelle, qui est le sommet de la courbe. Hein. Ils sont 127 millions en 2010. Je ne l'ai pas mis pour ne pas charger. Et voilà ce que ça donne en 2040. C'est exactement le geste que j'ai tenté de vous faire avec mes bras tout à l'heure. Donc, ils sont bien plus peuplés, on ne peut pas dire qu'ils disparaissent, ils sont plus peuplés en 2040 qu'en 1950. Mais ce n'est quand même pas la même population, ce n'est pas le même problème. Et notamment, ce n'est pas la même faculté d'intégration et d'assimilation. Or, le Japon, il tient farouchement à son identité nationale. Vous savez que la naturalisation est quasiment impossible au Japon, même si vous montrez que vous parlez parfaitement japonais, que vous êtes un grand spécialiste de littérature japonaise. Tout ce qu'on peut dire, vous n'aurez pas. Vous dites, oui, monsieur, regardez-vous dans la glace, vous n'êtes pas japonais, c'est tout. Et deuxièmement, le gouvernement actuel du Japon a énormément de mal à faire passer un texte autorisant 250 000, je crois, ou 265 000 immigrants pour 5 ans. Et la population ne comprend pas. Ah, c'est les Italiens, pardon, pour les Italiens, voilà. Les Italiens encore, pourquoi le Japon ne veut pas venir? Voilà le Japon, ben, je garde la main sur le... Pourquoi le Japon ne veut pas venir? Le voilà, merci. Donc le Japon, à peu près pur, à part pour les gens qui sont très attentifs, 1950, les hommes, on voit un petit creux dû à la guerre. Bon. Mais à part ça, elle est presque à l'état pur. Alors maintenant, on revient en Europe, voici l'Italie. Alors l'Italie, c'est beaucoup plus torturé, bien sûr, parce qu'il y a les 2 guerres mondiales avec les morts, mais surtout le déficit de naissance. Hein, à 2 moments, vous voyez ça très clairement. Et vous voyez ce que cela devient en 2040. Et encore, je ne suis pas certain que les calculs qui ont été faits pour 2040 tiennent compte de la forte émigration italienne, notamment vers l'Allemagne. Je suis désolé. Voilà, les Allemands maintenant. Comment ça se... Cet ordinateur me veut du mal. Hein. Et donc, les Allemands étaient encore plus torturés. Il y a eu des périodes de dénatalité, notamment il y a quelques années, et puis dans les années 1920, 1930. Il y a eu la forte fécondité de l'époque nazie, mais ça n'a pas duré longtemps. Vous voyez les traces de tout ça sur la pyramide de 1950. Vous voyez qu'en 2040, ils seront plus nombreux, mais pas dans le même état. Et c'est fini pour la pyramide des âges, donc on peut passer aux questions. Tout va bien. Alors j'enchaîne maintenant sur la... Non, il y a une question? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Donc, je reviens un petit peu sur le cas des pays d'Europe centrale qui voient leur population diminuer, qui ont un taux de natalité faible et qui ont beaucoup de personnes qui en partent pour aller dans les pays, que ce soit d'Europe occidentale, voire Canada et États-Unis. Ces pays-là essayent, moi récemment je vois, essayent une politique nataliste forte, sans grand résultat, et par contre ferment totalement leurs frontières, sont les plus hermétiques à toute immigration. Je veux dire, quelle logique sous-tend cette fermeture vraiment viscérale, je veux dire, contre l'immigration?
Alors, je vais peut-être répondre. Au-delà des chiffres, il y a des questions historiques, évidemment, qu'il faut creuser. Hein. À l'heure actuelle, on constate donc une tension très forte, assez incompréhensible. On a évoqué le fossé Est-Ouest, il a été évoqué dans un certain nombre de conférences, il est essentiel pour tout comprendre. C'est une des questions de dislocation de l'Union européenne, a priori. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier quand même que l'Est a une histoire qui n'est pas la même que celle de l'Ouest. Je crois qu'il faut partir de là. Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la colonisation. Les empires coloniaux ont induit la présence de coloniaux, puis d'immigrés, qui ont été acceptés plus ou moins par le pays d'accueil, qui ont été intégrés, qui ont été voire assimilés. Cette question, on l'abordera dans la dernière partie. Or, ce n'est pas le cas, bien entendu, de l'Est européen. Hein, ça, c'est le premier point. Je vais vite. Hein. Le deuxième point, c'est... excusez-moi, c'est la question... Alors, la question des valeurs que les pays considèrent comme importantes, est-ce qu'on met derrière le mot nationalisme, par exemple? Il ne faut pas oublier que si à l'Ouest, nationalisme veut dire conflit, guerre, problème, fait référence à un passé récent, il ne faut pas oublier que l'Est, pour l'Est, nationaliste, c'est libération. C'est libération du passé. Bien sûr, il y a eu le passé nazi, qui a concerné toute l'Europe, mais il y a surtout le passé communiste. L'emprise de l'Union soviétique, ces 3 décennies, ça a marqué profondément les espaces est-européens, à tel point qu'on a cru, assez naïvement ou assez cyniquement, c'est selon, qu'à la chute du mur, on allait pouvoir revenir en arrière, en quelque sorte, hein, faire un stop et puis rembobiner et revenir en arrière. N'oublions pas que ces pays n'ont pas connu la démocratie. Le seul exemple de démocratie, d'expérience démocratique pour un peuple, c'est la Tchécoslovaquie. Donc c'est quand même très limité. Donc on a... l'histoire nous éclaire quand même sur la question de ce fossé et de ce repli identitaire. Donc repli identitaire qui rentre bien entendu en contradiction avec une espèce de logique rationnelle qui serait de récupérer de l'immigration pour compenser le déficit, à la fois la baisse de la fécondité. Je rappelle qu'en Hongrie, on est presque à 1,1 enfants par femme en âge de procréer. C'est-à-dire que c'est les taux les plus bas, hein, avec l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, etc. C'est-à-dire la Mitteleuropa, pour faire simple. Hein. On est en présence ici de problèmes très graves et qu'on pourrait rationnellement penser compensables. Et là arrive le problème de la tension identitaire. Alors, je vais rajouter un complément pour l'Europe de l'Est. Premièrement, l'Europe du Sud-Est n'a pas une très bonne image des Turcs à la suite de l'occupation séculaire par les Turcs de ces pays-là. Bon, c'est une petite complication de plus. Mais maintenant, devant l'évidence, et spontanément d'ailleurs, il y a une forte immigration de gens qui sont semblables, c'est-à-dire des Ukrainiens, en gros. Les Ukrainiens se déversent en Pologne, en Roumanie, et même, pour l'instant, en Roumanie, qui est peut-être le pays le plus touché, à la fois au point de vue fécondité et du point de vue immigration, ça commence à s'élargir à l'Asie, mais pas forcément à la Syrie. Donc il y a une allergie aux Turcs et peut-être plus généralement à l'islam dans l'Europe du Sud-Est. Alors maintenant, je vous fais un petit retour aux pyramides allemandes. L'immigration en Allemagne n'est pas très connue. Bon, tout le monde a entendu parler des Turcs, mais il y a une forte immigration depuis toujours et qui a été relativement bien, pas toujours, mais relativement bien intégrée. D'abord, tous les Allemands, non seulement de l'ancienne DDR, mais de Pologne, de Russie, de partout. Or, une partie de ces soi-disant Allemands étaient en fait des Russes. Pourquoi? Parce qu'étaient considérés comme Allemands, droit du sang, tous les gens qui avaient un nom de famille allemand. Donc ça montrait bien qu'il y avait un ancêtre allemand. Seulement, beaucoup d'entre eux étaient arrivés sous Catherine II, pas longtemps après, s'étaient mariés à des Russes, étaient complètement russes. Et on a eu un petit peu plus de mal à les intégrer, mais quand même, il y a eu toute cette immigration russe qui a été maintenant avalée. Les Turcs, j'en parle pas, c'est bien connu, mais il y a eu énormément, et on retombe sur l'Europe du Sud-Est, énormément d'immigration des Balkans, et notamment d'Albanie, du Kosovo, etc. Là, le choc culturel est déjà un peu plus rude, mais c'est une migration massive, avec
les problèmes côté pays de départ. Et enfin, aujourd'hui, celle des Italiens dont j'ai parlé, mais qui n'est pas très connue non plus, l'arrivée massive d'Italiens. Et les Italiens, ils parlaient français, ils parlent de plus en plus anglais, mais ils ne parlent pas allemand. Donc, ce n'est pas si simple que ça non plus. Voilà, donc j'ai fini avec la pyramide allemande. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Je veux bien que l'on reste sur les pyramides des âges, s'il vous plaît. Vous projetez faites des projections démographiques sur une vingtaine d'années, sur des pays qui ont des politiques et des histoires très hétérogènes, comme l'Italie, l'Allemagne ou le Japon. Or, ces projections sont quand même dépendantes de deux facteurs, à savoir la capacité à mettre en place des politiques natalistes qui fonctionnent, d'un côté, et d'un autre côté aussi, le solde migratoire, en réalité, de pays comme l'Allemagne ou le Japon. Donc ma question, elle est plus méthodologique, et elle consiste en fait à mettre au jour les hypothèses qui sont faites pour faire des projections à aussi long terme. Quelles sont-elles, ces hypothèses, et est-ce que vous faites les mêmes sur des pays comme l'Allemagne, le Japon ou l'Italie, par exemple? Alors, c'est pour cela que j'ai pris un horizon assez proche, c'est-à-dire 2040. Ça ne fait jamais que dans 20 ans. C'est-à-dire que tous les plus de 20 ans sont déjà nés. Ils sont dans la pyramide. Ce n'est pas une hypothèse de calcul. Auparavant, j'avais pensé aux pyramides à 2100 pour avoir un peu plus de recul, mais effectivement, les pyramides 2100, elles dépendent des hypothèses de calcul. Donc, je n'en parle plus. Et 2040, je vous dis, tous les moins de 20 ans, tous les plus de 20 ans, ils sont déjà. Est-ce qu'il y a une deuxième partie de la question que j'aurais oubliée? Oui, sur la question, oui, les politiques de fécondité, tout à fait. La politique de fécondité, c'est très bien, enfin, de mon point de vue de démographe, bien sûr, hein. C'est très bien, mais ça n'a d'effet que 25 ans après. Si elle marche instantanément, et en général, il faut plus de temps, que les gens s'habituent à de meilleures prestations, plus de crèches, par exemple, ou plus d'allocations. Il faut un certain temps pour que le comportement change. Et quand le comportement a changé, il faut encore attendre 25 ans. Alors, c'est important, il faut le faire. Mais c'est un remède à plus long terme qu'une immigration théorique. Parce qu'après, je vais venir sur le fait que l'immigration théorique, ce n'est pas forcément une immigration réelle. Et alors, beaucoup de pays l'ont fait, et notamment l'Allemagne a un succès relatif, puisqu'ils sont remontés à 1,5, je vous dis ça de mémoire, ils sont remontés un petit peu en fécondité. Alors, donc, je passe à l'écran suivant, et qui répond d'ailleurs à votre question. Les pyramides effacent les différences, c'est-à-dire qu'on a une population, une pyramide globale qui ne dit pas il y a tant de Turcs de tel âge, il y a tant de Kosovars, etc. Ça, c'est vrai. Et le nombre n'est pas tout. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu en dehors de la ligne principale, donc je vais survoler, mais les questions seront possibles. D'abord, l'affinité-variété des migrants. Alors là, je renvoie ça aux questions, sauf un point, parce qu'il n'est pas très connu, c'est que les migrants, notamment en France, sont relativement qualifiés. Alors, évidemment, les journalistes vont pousser des cris d'horreur en disant « Regardez ces gens qui traînent dans la rue, regardez ces trafiquants de drogue, etc. » Il y a de tout, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que des immigrants en France et plus généralement ailleurs? En France, sont des francophones, souvent. Donc, on n'a pas le même problème que l'Allemagne avec les Syriens, qui ne connaissent même pas de l'alphabet latin. Bon, on a déjà moins de problèmes. Deuxièmement, ils sont plus diplômés, ils ont des niveaux d'études supérieurs à ceux du pays de départ, je ne dis pas à celui de la France. Donc, ils sont relativement qualifiés. Et là, on peut subdiviser l'immigration en deux courants. Celle qui est officielle, et pour parler de ce que je connais personnellement, les médecins algériens, bon, ils n'ont pas de problème pour entrer en France, mais ils sont qualifiés par définition. On ne les remarque pas. Ce n'est pas eux qui vont casser des vitrines de banque, les médecins. Bon. Et deuxièmement, il y a, pour simplifier, disons, les clandestins, ceux qui sont passés par la Méditerranée, la Libye, etc. Eh bien, ce n'est pas n'importe qui non plus. En moyenne, bien sûr. Ce sont des gens qui ont une vision assez précise du monde, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas des gens du fond de leur village, du fond du Niger. Deuxièmement, ils ont de l'argent, parce qu'il faut payer des passeurs. Donc, ils ont un petit commerce, ils ont quelque chose, eux ou leur famille, c'est une solidarité familiale. Et puis, ils ont une volonté et une personnalité probablement au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qu'on vérifie justement en regardant les diplômes. Donc, c'est un point ignoré parce qu'effectivement,
On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on ne parle pas des gens qui s'insèrent normalement, on parle des autres. Cette qualification relative, elle est ignorée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Oui. Merci. Ah si. Bonjour. Moi, c'est juste une petite précision par rapport Plus fort, s'il vous plaît. Je voudrais juste vous poser une question par rapport au dernier propos que vous venez d'avoir. C'était sur ce que vous disiez par rapport aux personnes qui arrivent en France ou en Europe qui auraient une personnalité ou une motivation plus importante. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait, pour plus comprendre en fait, votre point de vue par rapport à ces personnes qui arrivent? Bon, eh bien, quand on sait, il y a deux sortes de migrants en Afrique. Ça a été bien expliqué dans beaucoup d'articles. Il y a la majorité qui va dans le village le plus au sud, quelquefois jusqu'à la côte. Et ce sont des gens, en général, du Sahel, je simplifie. Hein. Le Sahel, il fait sec, il n'y a pas beaucoup d'emplois, on est trop nombreux sur les champs ou sur les pâtures, et on descend vers le sud. Et ça, on n'a pas besoin de qualification extraordinaire pour ça. Par contre, celui qui se dit, je veux aller, mettons, en France, parce qu'il parle français, et il faut qu'il sache ce que c'est que la France, il apprend ce que c'est que la Libye, parce que tout le monde en parle, il sait qu'il va se faire taper, torturer, etc., rançonner. Il prépare de l'argent pour ça, et donc il en a, ou il peut en trouver. Et puis, il est, au point de vue personnalité, plus fort que la moyenne. Il est au-dessus de la moyenne par sa vision générale, par son niveau financier qui, quelquefois, ou assez souvent, va de pair avec un niveau de formation. C'est pour ça que statistiquement, les gens sont... Alors, je ne sais pas quel je vais au bout, mais leur qualification est souvent sous-estimée. Ça n'empêche pas qu'une fois arrivé en France, en Allemagne ou ailleurs, il y ait des freins administratifs au travail. Là, j'anticipe sur la suite, mais puisque vous me posez la question. Et on n'a pas le droit de travailler tant que le dossier n'est pas terminé. Ça prend des mois. Bon. Et les diplômes ne sont pas tous reconnus, etc. Bref, pour des raisons diverses, on ne peut pas travailler. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas travailler? Bon, ce sont des allocations, mais qui sont, contrairement à ce que l'on dit partout, ne sont pas si fantastiques que ça. Et bon, les meilleurs se ruent vers des cours de langue, vers des formations professionnelles. Encore faut-il que ça existe, que ce soit accessible. Et d'autres, ils s'ennuient, ils chapardent, ils trafiquent, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un peu nous qui compliquons le problème. En général, quelqu'un qui se donne tous mal pour arriver, il n'a qu'une envie, c'est de travailler. Ce n'est pas du tout ce que nous présentent les médias. Alors, il y a bien sûr des cas particuliers, certainement. Mais il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a convaincu sa famille, convaincu de rassembler des fonds, prêt à se faire, encore une fois, taper, noyer, etc. Et c'est quelqu'un qui, a priori, a envie de travailler en arrivant. Ne serait-ce que pour rembourser les emprunts qu'il a faits. Je voudrais rajouter quelque chose. Il y a des études qui sont faites à l'heure actuelle qui sont très intéressantes sur justement le type de gens qui vont de plus en plus immigrer, notamment de l'Afrique subsaharienne. Et il va parler de l'Afrique, c'est concentré sur l'Afrique francophone. L'Afrique de l'Ouest, il y a quelque chose ici qui interpelle, c'est qu'il faut quand même comprendre, il faudrait vraiment comprendre que l'immigration devient une immigration beaucoup plus qualifiée, en quelque sorte, pour les raisons que tu as évoquées, et que cette immigration pourrait évidemment être utilisée de façon beaucoup plus intéressante par les pays. On voit bien d'ailleurs que ce que nous renvoient les médias, c'est plutôt des images de tentes, des tentes Décathlon, de gens qui sont bloqués à tel endroit, etc. Ce qui est une réalité, mais il y a une autre réalité derrière qu'il conviendrait de prendre en compte, surtout si on raisonne à long terme. Donc, sur ce qui vous est projeté, la deuxième partie, c'est l'imperfection de la loi française actuelle. Alors, je vais aller assez vite, parce que ce n'est pas tout à fait le cœur du sujet, mais elle est administrative, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Bon, il y a des cases à cocher, vous êtes la fille de monsieur machin, ça va bien, vous n'avez pas de parents en France, ça ne va pas. Et il y a des choses à cocher, et c'est administratif, donc systématique et aveugle, par définition, ce n'est pas une critique, par définition. Et il y a une pression de l'opinion pour dire qu'il y a trop de gens qui rentrent.
que peut faire le fonctionnaire chargé de ça, ou son chef qui lui donne des consignes, il faut bloquer les autres. Ceux-là, on est obligé de les faire rentrer administrativement. Je ne dis pas qu'ils sont bons ou mauvais, je dis administrativement, on est obligé. Donc, n'en rajoutez pas avec un mathématicien russe, avec un savant japonais, etc. N'en remettez pas. Et donc, beaucoup de gens valables qui ont envie de venir en France pour un but qui serait utile à eux et à la France sont bloqués parce qu'il y a cette crispation, que je trouve évidemment idiote avec les idées que vous commencez à me connaître. Et alors, deuxième tabou que je vais aborder à cette occasion, comment peut-on faire pour passer d'une application administrative par une administration à des appréciations individuelles? Il y a des gens dont c'est le métier, des employeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un employeur? C'est quelqu'un qui prend des gens individuellement. Donc, comme ça se fait par exemple au Canada à une époque, je ne sais pas si ça dure encore aujourd'hui, et comme ça se fait probablement dans beaucoup de pays qui ont du bon sens, l'employeur joue un rôle important dans la réception du dossier et éventuellement est garant. Alors garant de quoi? Il y a des variables. Donc d'un côté, il veille un peu à l'intégration, d'abord en faisant un emploi, et puis en veillant évidemment à ce qu'il y a autour, par exemple le logement. Et si on s'aperçoit qu'il a fait rentrer par complaisance des gens qui n'auraient pas dû rentrer, eh bien il est coupable. Donc c'est une idée générale, mais qui va tout à fait à l'inverse de la mentalité française, qui est de dire qui a l'habitude de faire des jugements individuels, eh bien les employeurs. Mais alors ça, je ne pense pas que ce soit acceptable par la majorité des gens. Alors il nous reste 5 minutes, 15 minutes, pardon. On a encore une question, puis on aura un dernier thème à aborder. Il y a une question. Oui, bonjour. Quels arguments peut-on employer pour lutter contre l'idée reçue, et en tout cas largement répandue, de « on a déjà beaucoup de chômage, comment peut-on accueillir ces migrants ?» Comme je viens de le dire en citant l'Amérique, l'emploi, ce n'est pas un stock. Les gens se donnent du travail mutuellement. S'il y a 10 personnes de plus à un endroit, on a besoin d'une infirmière de plus, d'un prof de plus, etc. Et je vous donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont cru par une forte fécondité pendant un certain temps, mais c'est fini, et surtout par l'immigration. Ils continuent à croître par l'immigration. Or, il n'y a pas de chômage en Amérique. Enfin, très peu par rapport à la France. Ça montre bien que l'emploi n'est pas un stock et qu'on ne prend pas, quand une personne de plus travaille, elle ne prend pas un emploi à quelqu'un d'autre, elle alimente l'économie et elle crée indirectement des emplois ailleurs. Ça, c'est ma casquette économiste qui est une partie de ma carrière. Je n'ai pas dit tout à l'heure que j'ai passé, et je dois l'avouer, beaucoup plus de temps dans les entreprises, notamment à l'étranger, que dans les amphis des grandes écoles. Ma question est très simple. Qu'est-ce qui empêche un tel discours scientifique et très précis d'avoir sa place dans l'espace public, alors que très souvent, ce qu'on entend, c'est un discours populiste tel que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde? Qu'est-ce qui empêche donc un discours comme le vôtre de passer, d'avoir la vraie place, voilà, donc de circuler, d'être véhiculé et d'être bien compris et entendu? On pourra rappeler ce qu'a dit notre conférencier, notre démographe au départ, c'est-à-dire qu'il y a un temps long et un temps court. Le temps politique est court, il est réactif, il est lié aux élections. Le temps de la réflexion est long. Et on a pu expliquer combien les politiques natalistes prenaient 2 générations la plupart du temps pour avoir des effets. Donc je pense qu'il y a un premier problème qui est évident, c'est que la demande du public, la demande électorale est une demande qui vient en contradiction, effectivement, de façon assez irrationnelle, finalement. Mais il faut la relier avec la question de la peur identitaire. Est-elle mauvaise conseillère? Il faut quand même forcer de constater que c'est les électeurs qui décident en démocratie et qui donnent le ton. On a quand même un certain nombre d'exemples autour de nous depuis plusieurs années qui montrent que
la réponse aux questions, disons, qui peuvent apparaître encore une fois comme des questions à régler de façon rationnelle, se traduit par une poussée de ce qu'on appelle, avec des grands guillemets, les partis populistes. On va dire plus précisément ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Royaume-Uni, ou ce qui peut se passer dans certains pays comme de l'Est. Le laboratoire italien, il ne faut pas oublier qu'on est quand même, nous Français, interpellés par une alliance contre nature, à nos yeux, qui serait comparable à une alliance entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même un peu difficile pour un Français. Pour un Français, ça coince, ça passe pas très bien. Or, c'est pourtant, on a l'impression que c'est pourtant ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on est quand même confronté à des mouvements qui sont quand même assez telluriques, qui sont là. Les élections européennes sont au mois de mai. Donc il y a quelque chose qui se passe qui évidemment interpelle les politiques. On ne peut pas dire que les politiques sont seulement à courte vue. Ils sont confrontés à des vagues pour lesquelles ils sont assez impuissants. Je rappelle quand même un point essentiel. Personne quasiment, bon, on peut toujours dire une personne individuellement, mais personne n'a vu véritablement venir Trump. Moi, j'ai suivi l'élection la nuit, donc ça se passait la nuit pour nous, j'ai suivi heure par heure, minute par minute, jusqu'à ce qu'on tombe un certain nombre de swinging states, notamment les États démocrates du nord-est de la Rust Belt, comme on dit maintenant, de cette ancienne ceinture industrielle. Et ben on n'y a pas cru jusqu'au dernier moment. Je rappelle quand même qu'une partie de l'équipe de la campagne de Trump ne croyait absolument pas à la victoire. À commencer par sa fille qui avait fait une déclaration 3 jours avant les élections en disant à un journaliste de Fox News, en disant « c'est moi qui me présenterai à la prochaine élection, mon père va perdre ». Ça fait quand même réfléchir. Donc, et quand on prend le Brexit, je crois que c'est très clair, c'est la même chose. Donc on est quand on prend l'Italie, l'alliance de la carpe et du lapin, bon voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Même si on peut penser que ça va être très transitoire pour l'Italie. Je rappelle qu'il y a eu des élections en Sardaigne où Cinque Stelle arrivait en tête au moment des élections législatives, c'était il y a 15 jours. Et les résultats, c'est 1, la Lega, 2, Forza Italia, et 3, Cinque Stelle, qui donc est là avec une alliance tout à fait envisageable entre la Lega et Forza Italia. Donc voilà, on est quand même dans une situation où effectivement ça tombe dessus. Et quand je dis nous, c'est pas seulement les électeurs, c'est pas seulement les citoyens qui sont prêts à comprendre les problèmes et à sentir combien la question migratoire serait essentielle pour résoudre le vieillissement de la population. C'est là que se joue le problème. Alors est-ce que c'est ponctuel, conjoncturel, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être très structurel ? Je voudrais rajouter, avant, puisqu'on venait vers la fin, 2 points importants, et les autres je laisse tomber. Vous voyez sur l'écran, plus tard, c'est trop tard, et un exemple allemand. Donc en 2013, date choisie parce que c'est avant l'immigration massive de 2015, on est à 2 actifs pour 1 retraité. Pour garder la même proportion en 2050, où on sera, si rien ne se passe, à 29-29, heureusement des choses se sont passées déjà, faites le calcul vous-même, j'ose pas le faire. Je n'ose pas, j'aurais l'air de vouloir provoquer. Faites le calcul du nombre d'actifs qui manquent, rajoutez une femme et des enfants, et vous voyez. C'est pour ça que je dis, plus tard, c'est trop tard. Je vais aussi caricaturer un peu. On est aujourd'hui en France, dans l'état où nous sommes. On reçoit, mettons, 200 000 personnes par an. On a un petit peu de mal, mais il y a suffisamment, je dirais, de contremaîtres, de profs, de boulangers pour intégrer. Je ne parle pas assimiler, c'est une autre question dont je serais content de parler, pour intégrer. Supposez maintenant un pays, et on en voit qui prennent ce chemin, un pays où la majorité de la population a plus de 65 ans. Brusquement, on tombe sur « Ah, on n'a plus d'infirmière. Ah, on n'a plus d'aide-soignante. Ah, on n'a plus de médecin. Ah, on n'a plus de boulanger. » Et brusquement, on ouvre toutes les portes. Je caricature, c'est noir et blanc. On ouvre toutes les portes. Et on oublie les questions d'identité, on oublie tout, parce qu'il faut survivre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, il se passe qu'arrivent des gens qui n'ont plus personne pour les encadrer, les intégrer ou les assimiler.
C'est pour ça que je dis plus tard, c'est trop tard. Bon, c'est une formule excessive, bien sûr, mais c'est pour ça. Et un deuxième point, et laisse tomber le reste, qui est la dislocation de l'Europe, la dislocation éventuelle. Je vois très bien, ce serait parfaitement logique, que des Italiens, des Allemands, des Polonais disent aux Français, dites donc l'Europe unie, dites donc un budget européen, dites donc une défense européenne, pourquoi pas une retraite européenne. Ce qui concrètement voudrait dire, tapons dans les caisses de retraite françaises, qui sont ric-rac comme vous savez, hein, tapons dans les retraites françaises pour alimenter les caisses de retraite allemandes, italiennes, estoniennes, lettoniennes, etc. Donc, il y a un potentiel de désagrégation. J'espère qu'on trouvera une solution entre-temps. Mais c'est une question qu'on ne pose pas. On la pose dans notre domaine, mais pas dans celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ce sont les points les plus importants. Et le reste, on peut en parler. À vous, des intégrations de l'Europe. Bonjour, une question très courte. Comment vous expliquez la faible natalité en Europe de l'Est et le fait aussi que ça continue depuis au moins les années 70 et que l'intégration dans l'Union européenne n'a pas vraiment provoqué une euphorie démographique, c'est le moins qu'on puisse dire? Pourquoi l'intégration dans l'Europe de l'Est dans l'Union européenne n'a pas permis un sursaut démographique, une euphorie démographique, vous avez dit? Ça, c'est le moins. Au fond, je ne sais pas, mais je vois des explications possibles. La première, c'est l'immigration des jeunes. Si les jeunes polonais vont en Allemagne et en Angleterre, ça fait autant de naissances de moins. Deuxième, alors ça, c'est assez mathématique. Quelque chose qui est beaucoup moins mathématique, c'est fin du communisme, début de la consommation. J'ai beaucoup voyagé dans les pays communistes à la belle époque, si j'ose dire, où c'était une pénurie absolument généralisée. Hein. Ne serait-ce que du coton hydrophile, on n'en trouvait pas. Et puis je ne parle pas d'autre chose d'hygiène personnelle. On n'a trouvé absolument rien. Donc du jour où la consommation démarre, on a envie d'en profiter. Ça, c'est une hypothèse personnelle. Je ne sais pas si c'est vrai. Et les enfants, c'est une charge, surtout en ville. À la campagne, c'est plus supportable, un enfant de plus. Hein. L'image traditionnelle, c'est qu'il va garder des vaches. Mais en ville, ça veut dire de l'école, du logement, etc. Donc, brusquement, réveil de la consommation, désir de la consommation, émigration des jeunes, coût de l'enfant en ville, ça vient peut-être de là. Pas convaincu. Alors, question complémentaire, peut-être pas convaincu. Mais il faut demander aux gens de l'Est, hein, pourquoi vous, Russes, vous, Polonais, pourquoi vous avez des enfants plus tard? Je crois qu'il y a une dimension psychologique qui est forte également, qu'il faut rajouter. Je crois que, alors, il faut savoir quand même que quand les populations améliorent leur niveau de vie, soit par la croissance, soit par le développement, on a un cas qui a été beaucoup étudié il y a une quinzaine d'années, c'était la Corée du Sud qui a beaucoup intéressé les professeurs. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud est passée en une génération d'un taux de fécondité de 3,2, 3,3, 3,4 à 1,5, 1,8. C'était repassé sous 2. Donc c'était absolument phénoménal. Il y a eu un développement économique extraordinaire. Et donc on a corrélé ça, bien entendu. On a corrélé la baisse de la fécondité et donc de la natalité au développement économique, au bien-être, au fait que tout d'un coup, pour une famille qui accédait aux classes moyennes, l'enfant était une charge, était à la fois un cadeau, mais aussi une charge. Et une charge financière qui n'était pas prévue et qui ne correspondait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas automatiquement, on augmente le PIB, et donc on va avoir plus d'enfants puisqu'on a plus de moyens. On sait que c'est faux. Donc là, ça c'est le premier point. Si on surajoute à cette situation-là le fait que l'espoir à l'Est a été quand même de courte durée, il ne faut pas oublier que si les gouvernements, les plateformes démocratiques qui s'étaient mises en place dans les années 90, qui avaient été en général des résistants au communisme soviétique, c'est quand même des gens qui ont mis en place des politiques libérales extrêmement dures, qui ont conduit à la destruction du tissu industriel obsolète, certes, mais quand même, avec un plein emploi. Ça joue un rôle extrêmement important. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des accords avec les anciens dirigeants communistes, la plupart du temps, pour faire des transitions douces. On n'a pas
flinguer tout le monde. Ceausescu, c'est quand même un cas à part. Puis quand on réfléchit, c'était pas forcément la meilleure solution. Donc il y a eu, ça s'est traduit quand même à partir des années 2005, et maintenant on le voit de façon régulière, par des gens qui ont été élus dans les pays comme la Pologne, la Tchéquie tout d'abord d'ailleurs, la Hongrie, qui demandaient des comptes aux anciennes plateformes démocratiques qui avaient frayé avec les anciens dirigeants communistes et qui donc se tournaient vers une politique nationaliste, bien entendu. Donc il y a eu quand même de bonnes raisons pour que les gens n'aient pas forcément le moral et ne soient pas optimistes. Alors il se trouve que ces mêmes dirigeants cherchent aujourd'hui à relancer de façon très nette, avec des effets d'annonce, la Hongrie, la Pologne, on le voit nettement, la natalité. Mais voilà, comme l'a dit Yves tout à l'heure, ça va prendre un certain temps, en admettant que ça marche. Alors, je voudrais rajouter 2 points. Premièrement, pour les pays asiatiques, et c'est valable aussi d'ailleurs dans d'autres pays, l'éducation coûte très cher parce qu'on paye une éducation privée à côté de l'éducation nationale pour entrer dans les meilleures universités, le meilleur collège, etc. Donc les Coréens et bien d'autres, les Japonais aussi, se ruinent à ça. Donc le coût, on peut payer ça à un enfant, pas à 2. De manière plus mesurée, mais un peu la même chose. En Afrique et ailleurs, l'éducation nationale est en très mauvais état, l'éducation publique. Donc on va au privé, même quand on a un salaire modeste. Et donc l'enfant coûte plus cher. Mais bon, en Afrique, ça ne suffit pas pour l'instant, mais dans les villes, quand même, la fécondité baisse rapidement. Et alors, dernier point encore plus tabou, je suis désolé de vous bousculer. Une des causes de la baisse de la fécondité dans le monde développé, c'est qu'il existe des systèmes de retraite. Puisque une partie de la population avait des enfants pour mes vieux jours. Qu'est-ce qui va s'occuper de moi? Bon, à partir du moment où il y a un système de retraite, une partie des gens aiment des enfants, donc ça ne change rien. Mais une petite partie, ça suffit pour changer la bascule, dire chouette, plus besoin de se donner le mal d'avoir des enfants et de les élever. Ce sont les enfants des autres qui vont payer ma retraite. Voilà. On rigole, mais c'est ce qui s'est passé en Allemagne pour les générations. Pour ma génération, moi j'ai vécu en Allemagne, j'étais avec des collègues, j'étais enseignant en Allemagne, j'ai des collègues qui raisonnaient exactement comme ça et de façon très sérieuse. Hein. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle DINGS, Double Income, No Kids. Madame ne travaille pas, Madame, pardon, n'a pas d'enfant, donc elle peut travailler, donc elle aura une belle carrière. À nous deux, on sera riches, et puis la retraite, c'est les enfants des autres qui la paieront. On va terminer là-dessus. Non, je ne sais pas. Donc, cette discussion est depuis le repli identitaire. Mais la notion identité n'avait pas le même sens il y a 50 ans en arrière ou il y a 100 ans en arrière. Est-ce qu'il faut maintenant redéfinir la notion identité pour ne plus parler de repli identitaire tant qu'on l'utilise aujourd'hui? Alors, merci. Je vais essayer de répondre très vite parce qu'on a peu de temps et on va laisser la deuxième question. Mais puis la réponse, je ne pense pas que quelqu'un l'ait ici. C'est-à-dire qu'on est en présence de concepts qu'il faut effectivement redéfinir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de dislocation européenne possible, c'est parce que justement, s'il y a éloignement à la fois territorial au niveau des États, mais aussi à l'intérieur des États au niveau des électorats, c'est parce que justement, les mots n'ont plus le même sens. Donc là, il y a un travail pédagogique énorme à faire. Moi, en tant qu'enseignant, je me sens très concerné, parce que je pense, et c'est dans les programmes. On a des programmes, par exemple, sur les questions des fake news. On a des programmes justement sur la question identitaire. Le nouveau programme de seconde va être consacré pour une grande part en géographie aux migrations. Donc il y a un travail énorme à faire, avec une assez grande latitude pédagogique. Donc je pense que là, le côté éducatif va jouer un rôle important, au niveau du temps moyen, dirons-nous. Voilà ce que je peux répondre pour l'instant. Juste pour savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une corrélation en quelque sorte avec la baisse du taux de natalité et tous les nouveaux enjeux climatiques et donc la peur est par exemple de la trappe malthusienne ou donc tous les problèmes, la peur en fait d'une surpopulation. Tout à fait. Du moins j'ai quelques exemples individuels.
disant mais moi j'aimerais bien avoir un enfant, une universitaire américaine. Hein. Mais quand je vois ce qui s'annonce, je m'abstiens, je ne veux pas en avoir. Bon, alors d'abord, elle ne sait pas ce qu'est une pyramide des âges, mais bon, ce n'est pas son métier. Et deuxièmement, je lui ai répondu, est-ce que vous croyez vraiment qu'en laissant la place à un Africain de plus, bon, vous n'avez pas d'enfant, ça laisse la place à un Africain, votre enfant aurait peut-être été ingénieur, aurait peut-être amélioré la culture du riz ou diminué la consommation d'eau, je ne sais quoi. Est-ce que vous avez fait vraiment un cadeau à l'humanité en n'ayant pas d'enfant? Alors que vous avez, en tant qu'universitaire américaine, toutes les facilités pour faire un enfant qui sera utile. Bon, je parle un peu directement. Hein. Un peu brutal. Mais bon, on termine sur une note optimiste. Je crois qu'on va vous remercier. Merci beaucoup à vous.